Bonjour à tous, donc, je m'appelle Rémi Perroni, je suis l'un des cofondateurs de Kaeli. Je suis ravi de vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui. Ça va être assez bref, 10 minutes, mais en tout cas n'hésitez pas à venir nous voir en bas s'il y a d'autres questions, et dans tous les cas ces slides-là sont disponibles, hein. Pas de problème. Généralement, j'aime bien commencer mes présentations par ce type de slide. Alors, je sais que j'imagine que vous êtes un public averti et que vous connaissez probablement ce schéma-là. C'est juste pour montrer qu'effectivement, donc c'est les vagues de chaleur à Paris, ça, entre ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Sans surprise, il fait chaud aujourd'hui, il fera chaud demain. Ça sera encore pire. Moi, j'aime bien dire en introduction, surtout ne vieillissez pas à Paris. ça va être compliqué. Mais plus que ça, ce qui est intéressant, c'est de noter la tendance sociétale associée, en fait. Il fait de plus en plus chaud. Et grosso modo, on est de plus en plus écolo. On est de plus en plus nombreux à dire qu'en fait la clim c'est chouette. La fonction, par contre, l'outil en fait n'est pas terrible. Il y a 60% des Français qui préfèrent avoir chaud qu'utiliser la climatisation. Et la dernière, elle est réglementaire. Dernière tendance, elle est la F-Gaz, la RE2020. Vous les connaissez probablement. Grosso modo, il y a 3 tendances sur ce slide. La climatique est évidente, la sociétale, on a de moins envie d'avoir la climatisation, on est de plus en plus écolo, et la réglementaire qui est probablement la plus forte, qui pousse la clim en dehors du marché. Pour faire simple, 99,9% des clims qui sont vendues aujourd'hui, elles sont plus vendables au 1er janvier 2027. Ça évolue, ça change, mais il y a des disruptions de marché assez fortes. Notre proposition de valeur, en écho à ça, elle essaye elle est relativement simple, la clim sans la clim. Notre métier, c'est la conception et la fabrication d'un nouveau type d'évapo-échangeur, mais qui permet simplement de faire du froid à un coût carbone, un coût énergétique qui est très faible. Concrètement, on n'utilise aucun fluide frigorigène dans ce que l'on fait. On n'a pas de rejet de chaleur à l'extérieur. Ce point est probablement important. On consomme beaucoup moins d'énergie. On parle du facteur 5. Le facteur 5, il est vrai pour l'énergie, il est aussi vrai pour le carbone. Je ne le présenterai pas ici. Pas de bloc froid extérieur, et tout ce qu'on fait est fabriqué en France. Aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'il y a plus de 85% de nos achats qui vient d'un cercle de moins de 400 km autour de notre usine. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. On aimerait que ce soit 100%, mais en tout cas, on en est fiers. Comment ça marche ? Nous, on parle d'adiabatique indirecte à point de rosée. L'adiabatique, c'est vieux comme le monde, c'est le frigo du désert, la tour iranienne. On voit souvent des publications un peu chouettes, parfois souvent fausses sur ce qui est dit, mais peu importe, l'idée c'est de faire du froid en évaporant de l'eau. Ça c'est l'adiabatique. Le changement d'état fait du froid. C'est comme quand je transpire, la transpiration à la surface de ma peau s'évapore, ma peau refroidit. Adiabatique direct. Nous on fait de l'indirect à point de rosée. L'intérêt c'est qu'on n'humidifie pas la pièce dans laquelle on travaille. Et comme son nom l'indique, on va jusqu'au point de rosée. Donc on amène l'adiabatique à un point de performance qui est aujourd'hui pas connu. On ne fait que ça. On est une start-up CNRS, on a collaboré, on continue à collaborer avec pas mal de labos de recherche. Mais notre métier, c'est vraiment la conception et la fabrication d'évapo-échangeurs. Donc une brique froide qui permet d'amener l'adiabatique à un niveau de performance qui, jusqu'à présent, n'est pas connu. Rapidement, je vous présenterai ensuite un retour d'expérience, c'est peut-être le plus intéressant de la présentation. Pour comprendre comment ça s'installe, c'est pas magique, hein. En permanence, on échange de l'air entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Donc derrière chaque machine, il y a un double carottage qui nous permet de prendre de l'air chaud et de rejeter de l'air tiède et humide. Il n'est jamais plus chaud que l'air extérieur, mais il est toujours plus humide. On a un raccordement électrique et un raccordement en eau. Notre métier, c'est la consommation d'eau, il ne faut pas le cacher. On consomme de l'eau. Une machine comme celle-ci, ça va consommer à peu près, dans un cas que je présenterai juste ensuite, Valence, fait très chaud, très sec, 1 mètre cube sur l'année. Donc on consomme de l'eau, mais dans des mesures qui sont, moi j'estime, largement raisonnables. On est capable d'assurer du confort thermique réglementaire pour l'équivalent d'à peu près 1 mètre cube. Donc le raccordement en eau, l'installation elle est assez simple, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle du 6-8 enclipsable. Donc c'est la même chose que votre frigo américain ou votre fontaine à eau ou la machine à café. C'est une petite durite qui fait moins d'un centimètre de diamètre. Le cas Valence, hyper intéressant, on le connaît bien. Là, cette photo, c'est donc à gauche, c'est le bâtiment en question, à droite, le bureau de la présidente. Donc c'est un bailleur social qui s'appelle VRH, avec qui on bosse depuis 2021, qui est situé à Valence, pas très loin d'ici. Il est fait très chaud l'été, c'est Valence. Et le cas présenté, c'est un bureau qui est au 8e étage, sud et ouest, sans brise soleil. Voilà, mauvais cas, il fait très chaud, quoi.
Un poil technique, en 2021, en bas à droite, c'est ce qui s'est passé dans le bureau. Sans aucun système, on n'était pas encore, enfin on était présent, mais on n'installait pas de machine, juste pour faire de la mesure. En gris, les oscillations, ce sont des oscillations de température extérieure. En bleu, des oscillations de la température à l'intérieur du bâtiment. Sans surprise, on a dit que c'était un beau bâtiment, il fait chaud, il fait plus de 30 degrés souvent dans le bureau, alors que mine de rien, la température n'évolue rarement au-dessus de 30-35 degrés. 2021, c'est un été pourri. Pour autant, dans ce bâtiment, il fait chaud. En 2022, on fait la même chose, sauf qu'on met un système KLI dans le bureau, toujours en gris la température extérieure, et en vert la température intérieure. Il y a un gros pic ici, mais en fait, c'était parce que la machine était physiquement débranchée. C'est pour ça qu'on n'a pas la température extérieure. C'était la personne qui faisait le ménage, avait débranché la machine, peu importe. Mais ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, malgré un été qui est beaucoup plus chaud, en fait, on assure 100% du DH, du confort thermique réglementaire, pour 33 watts électriques consommés. Donc moi, j'aime bien dire que notre métier, c'est respecter du confort thermique réglementaire, pour le coup, le coût énergétique d'une box Internet. C'est de la mesure, il n'y a pas de post-traitement, mais c'est du réel. Pour aller un poil plus loin, la question souvent de la diabatique, c'est oui, mais à quelle température vous soufflez? La réponse, c'est ça dépend. Ça va dépendre des conditions extérieures, des conditions intérieures, du set point, de beaucoup de choses. Mais là, ce que l'on montre, c'est qu'en moyenne, on souffle à 16 degrés. Il y a des jours où on est très bon, on souffle à 12, il y a des jours où on est très mauvais, on souffle à 22. En moyenne, sur tout l'été, on souffle à 22. Ça, c'était uniquement en mode éco. Donc en rouge que vous voyez à gauche sur la courbe, c'est la température de rosée. Et rappelez-vous, adiabatique indirect à point de rosée. Le point de rosée, c'est notre limite. On ne peut pas aller en dessous, on ne sait pas le faire, on ne sait pas dépasser ce point-là. La bonne nouvelle, c'est que la température de rosée, classiquement, en Europe, elle évolue entre 10 et 20 degrés. Entre 10 et 15, les étés secs, entre 15 et 20, les étés humides. Mais notre métier, en fait, c'est de souffler un air qui s'en rapproche au maximum. Et en faisant ça, en fait, on assure, on arrive à assurer un confort thermique réglementaire à moindre coût. Dernier slide, avant-dernier slide, c'est l'EER, donc le COP, le rapport énergétique entre ce que je consomme et ce que je produis. C'est un COP qui n'est pas calculé sur une puissance système, mais bien une puissance utile. C'est ce que j'apporte à la pièce et parce que ma machine produit. Ma machine, elle produit à peu près 2 fois plus de froid, donc un ER qui est quasiment le double. Mais ça, c'est pas ce que sent l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est de calculer ça par rapport à ce que produit la machine dans la pièce. Donc c'est du vrai réel au sens plutôt dégradé pour nous. Mais l'enjeu, c'est de montrer de pouvoir comparer ça à un système thermodynamique assez classique. La meilleure des clims, c'est un COP d'à peu près de 3. Et encore, ça se conteste. Donc ce qu'on montre là, c'est qu'en moyenne, en fait, on est 5 fois meilleur qu'une climatisation pour un bénéfice froid qui est très similaire. Dernier slide, alors là c'est de la modélisation. Donc souvent on dit oui, mais la modélisation, c'est pas vrai. Ok, on défend assez durement ce côté-là. On a un bureau d'études internes qui est sérieux. Mais ce qu'on montre, en fait, c'est ce qui se serait passé en fait, dans le bâtiment sans système. En rouge, donc la température dans le bâtiment. Donc on voit les oscillations quotidiennes. 30-35, c'est vraiment ce qui se passe dans les bureaux adjacents. Donc j'arrive à le défendre et à l'expliquer. En bleu, la température quand on met en mode smart, ce qu'on appelle, l'enjeu c'est de réguler entre 23 et 25, vous pouvez le paramétrer. Et en gris, en fait le boost, c'est si jamais je demande à ma machine de fonctionner en permanence à fond, voilà ce que j'ai. Donc quelqu'un qui veut du 18 degrés chez lui toute l'année, en fait tout l'été, ce ne sera pas nous, on ne sera pas la bonne solution. Par contre, quelqu'un qui est intéressé à avoir juste un confort thermique réglementaire ou juste à apporter un confort entre 23 et 25, peu importe, nous on sait le faire, on y arrive bien. Ça c'est pareil, c'est la modélisation sur le DH entre ce qui se serait passé sans système et avec le système. J'ai volontairement fait quelque chose de très bref pour justement pouvoir discuter avec vous si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas donc à demander ces slides-là, on vous les donnera. Merci. Bonjour, merci. Je souhaitais juste avoir une précision technique. Vous parliez d'un bureau sans protection solaire. Est-ce que vous avez installé des protections solaires dans cette expérimentation? Et ensuite, je notais qu'on a 2 carottages de 160 mm par appareil. Quel est l'effet sur le confort d'hiver?
Nous, on le recommande. Enfin, on n'est pas installateur. On a recommandé évidemment de travailler sur l'enveloppe et d'installer des protections. Ça n'a pas été fait. En tout cas, pas dans ce bureau-là. C'est présent dans d'autres bureaux, mais pas dans celui-là. Donc, c'est pas notre métier. Mais on a beau le dire, mais finalement, on n'en est pas responsable. Et sur la partie carottage, effectivement, donc on carotte le bâtiment, on fait 2 trous dans le mur et on recommande, ça on l'impose, mais on voit que c'est suivi, de le doubler en fait en confopipe. Donc c'est un isolant qui permet de limiter en fait le pont thermique. Et on a des clapets anti-retour qui permettent d'éviter que l'air froid rentre dans le bâtiment l'hiver. Merci. Alors, si j'avais bien compris, en fait, vous rafraîchissez de l'air avec de l'eau. L'eau, elle est courante ou elle est en circuit fermé, elle repasse dans le sol. Enfin, en finale, quelle est la consommation d'eau d'un tel système? En fait, on est en circuit ouvert. On peut condenser de l'eau, mais ça nous coûte de l'énergie. On peut le faire, mais sur un bilan énergétique, ça a peu d'intérêt. Donc, c'est pour ça que je parlais d'une consommation annuelle d'à peu près 1 mètre cube. C'est le cas à Valence. 1 mètre cube par an, voilà. Donc on est en circuit ouvert et cette eau, elle est rejetée sous forme de vapeur à l'extérieur. Et on utilise de l'eau du robinet. La température de l'eau en fait a très très peu d'impact sur le bénéfice. En fait, c'est l'enthalpie d'évaporisation qui joue beaucoup, surtout. Bonjour, j'ai 2 questions. Est-ce qu'on peut utiliser de l'eau pluviale, de l'eau de la récupération d'eau pluviale pour l'alimenter? Est-ce que vous recommandez que l'eau elle soit adoucie ou est-ce que le calcaire au niveau de l'entretien, c'est pas grave? Et dernière question qui a un peu rien à voir, est-ce qu'on peut installer ce type de système partout? J'imagine que ça dépend un peu de l'humidité dans l'air initial, je sais pas, sur les sites au bord de mer, des choses comme ça, est-ce que ça fonctionne aussi ou pas? Et alors, nous, on recommande de surtout pas installer d'adoucisseur. On travaille avec l'eau du robinet. Donc on gère le calcaire, c'est notre premier métier en fait au CNRS, c'est de la compréhension des phénomènes d'encrassement dans des structures capillaires soumises à évaporation. Donc on déconseille même d'installer des adoucisseurs, je pourrais revenir dessus plus tard. Mais donc on utilise l'eau du robinet, l'eau de pluie nous va très bien, elle est beaucoup moins dure, beaucoup moins calcaire. Et sans surprise, donc j'en parlais de la limite qui est la température de rosée. Plus la température de rosée est basse, plus on souffle froid. Et plus la température de rosée est élevée, moins on souffle froid. En bord de mer, en fait, ça va dépendre des conditions. Clairement, les modélisations qu'on a ou les tests terrain montrent qu'on est bien meilleur à Paris, à Aix qu'à Marseille. Maintenant, ce bien meilleur, il ne change pas grand-chose, quoi. On passe grosso modo, sur une base DH, donc respect du DH, on passe d'un COP de 17 à un COP de 15, je crois. Donc ça ne change pas énormément de choses. Ça joue, mais on arrive on le manage. Là, on est très mauvais, par exemple, ça sera en Thaïlande ou au Vietnam. On est beaucoup trop humide. Dans les dom-toms, on n'a pas l'intérêt à installer des machines là-bas. Bonjour, j'avais 2 questions. La première, c'est vous avez présenté un bureau là avec un appareil. En termes de dimensionnement, c'est quoi? C'est une dizaine de mètres carrés un appareil. Si on travaille par exemple sur une salle de classe de 55 mètres carrés, combien d'appareils il faudrait? Et la seconde, c'est on arrive à des températures de soufflage qui sont parfois très très basses, jusqu'à 12 degrés. En termes de confort d'air soufflé sur l'occupant, comment ça se passe? Comment c'est ressenti par les usagers? Alors nous, on est des techniciens. On aime bien montrer qu'on fait de l'air froid. Donc plus on peut faire de l'air froid, plus on en fait. Maintenant, c'est tout à fait possible de brider, en fait, et dire en dessous, j'arrête de souffler de l'air plus froid que 15. On peut tout paramétrer. Il y a énormément beaucoup de soft derrière. Donc effectivement, en tant qu'usager, en tant que bureau d'études, vous pouvez dire, en fait, je refuse de souffler sous 16, sous 18, peu importe. Ça, vous avez la capacité de le faire, de programmer la machine. Le second point sur le dimensionnement, la vraie réponse, c'est ça dépend. C'est pour ça qu'il existe des bureaux d'études qui sont là pour dimensionner. On a un bureau d'études interne, on est capable de transmettre des codes de calcul, mais pour répondre simplement, dans un bâtiment en mauvais état, c'est une machine qui marche entre 15 et 30 mètres carrés. Donc on l'a dimensionné pour des bureaux individuels. On peut, dans des salles de classe, on en fait quelques-unes, mettre 2 machines. Dans les crèches, là, on met plusieurs dizaines de machines parfois. Donc tout va dépendre de la qualité du bâtiment, de son usage, de son positionnement. Mais la réponse rapide, voilà, c'est entre 15 et 30 mètres carrés. Oui, bonjour. Est-ce que ces appareils sont disponibles pour le grand public ou est-ce que vous passez par des installateurs ? On a un modèle où on ne commercialise pas en direct nos machines. On frustre beaucoup de gens. On est beaucoup de gens qui nous...
se fait parfois insulter sur les réseaux parce qu'on répond pas, mais en fait on n'arrive pas à répondre. On a là, c'est rien que cet été, on a plusieurs milliers de personnes qui disent coucou, je veux acheter, et on n'a pas l'équipe commerciale pour ce faire. Donc on passe par des partenaires installateurs, commercialisateurs. Donc on travaille jamais en direct. On l'a fait un peu cet été pour des raisons très particulières, mais on passe principalement par des partenaires, et la plupart de ces partenaires seront, enfin, en tant que particulier, vous serez en capacité d'acheter dès l'an prochain, mais seront rendus publics d'ici la fin d'année. Au niveau acoustique, actuellement on norme des choses, on essaie d'arriver sur des niveaux assez précis. En fait, on travaille que sur des ventilateurs, donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de bruit. Aujourd'hui, on a des clients qui disent en tertiaire, j'ai aucun problème, je travaille dessus. En 2024, on n'était pas pleinement j'avais mis un système dans ma chambre, je l'utilisais, mais ma femme disait que ça faisait un peu de bruit. Là, on gagne beaucoup de bruit encore, donc l'enjeu, c'est que dès l'an prochain, en fait, vous ayez un mode silence qui vous permette de dormir à côté de la machine. C'est 3 300 € à peu près hors taxe, prix public. En fait, on développe beaucoup de machines différentes. Là, c'est la première machine, mais effectivement, il y a pas mal de suites derrière, des plus grosses, gainées. Mais je vous invite à venir le voir sur notre centre si vous voulez, avec plaisir pour répondre à vos questions. Merci.